Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir. On est toujours au Salon de Lyon, une mine pour le journaliste comme pour le passionné. Et on est devant une Harley-Davidson, 120e anniversaire. Tous les 10 ans, Harley fait des séries spéciales pour leur anniversaire. Il y a 10 ans, c'était des coloris un peu marron. Il y a 20 ans, c'était des coloris gris et noirs. Aujourd'hui, pour les 120 ans, c'est du rouge, avec des traitements de surface assez intéressants. Mais on n'est pas tellement là pour parler des motos modernes, on est là pour parler des motos anciennes qui ont construit l'image, l'histoire de Harley pendant 120 ans. On va rejoindre Jean-Luc, collectionneur, spécialiste de l'histoire des motos, spécialiste de l'histoire des Harley-Davidson. Jean-Luc, il est là avec des machines qui datent des origines de la marque de Milwaukee. Ici, Fred, viens avec moi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir à Motomag. Fred, merci de nous filmer. Salut Fred, merci à toi. Jean-Luc, tu es spécialiste de l'histoire des motos. Tu es spécialiste parmi ces histoires de celle de Harley-Davidson, qui est une des marques les plus emblématiques du monde de la moto. Comment c'est l'histoire? On a tous en mémoire cette image de Harley et Davidson devant cette cabane en bois qui ressemble à un cabanon de jardin. Oui. L'histoire a recommencé là. C'est vrai ou c'est de la légende urbaine? Non, c'est vrai. On oublie aussi souvent de parler de Ole Vinrud et d'Emil Kruger. D'accord. Et l'histoire commence avec le vélo à moteur de Dion-Bouton. D'accord. Que Emil Kruger avait acheté à des forains qui étaient aux États-Unis. Oui. Il avait ramené ça à Arthur Davidson, Bill Harley, disait content de sa découverte. Et à partir de ça, ils ont pu élaborer la Number One. Ça c'est le début de l'histoire. La Number One, c'est ça? Non, ça c'est le vélo d'Emil Kruger. D'accord. Oui, après la Number One, donc ça c'est une réplique. Il y en a eu 8 de fait pour les événements Harley dans le monde. D'accord. Et donc voilà, la Number One, donc 1903, 3 motos de construites. Voilà, donc ça représente un peu... Ça c'est une réplique de la première Harley de l'histoire. Donc on est face à quelque chose d'absolument... éminent dans l'histoire de la marque. Tout à fait, oui. Puis il y a eu seulement 8 motos de fait comme ça. D'accord. Quelle est la valeur? C'est inestimable ça, sur une D-Ray, une D8. Je m'occupe pas beaucoup des valeurs. Je m'occupe des valeurs historiques surtout. C'est plus important que les valeurs aux ventes aux enchères. C'est quoi la particularité de ce moto? En quoi Harley Davidson était novateur à l'époque? Ou autre sens de cette question, est-ce que c'était à peu près conforme à ce qui se faisait chez plein d'autres marques? Parce qu'on sait qu'il y avait pléthore de marques de motos en ces années du début de la mobilité. Il y avait d'autres marques qui avaient construit avant. Dès 1901, Indian avait vu le jour. En fait, ils ont, à partir du vélo d'Emil Kruger, qui était vraiment un truc pour eux absolument extraordinaire dans la découverte. Ils fabriquent un code de Harley de Number One. J'ai même retrouvé une photo avec le moteur de Dion posé dedans, mais il était trop faible. Il faisait que 160 cm3. Donc ils vont faire un moteur de près de 500 cm3 qui pourra entraîner la moto à environ 80 km/h. Et ce moteur, c'est une création Harley Davidson. C'est pas un moteur qu'on allait acheter chez des motoristes comme De Dion ou d'autres à l'époque. Non, De Dion a été l'idée de base qui a fait germer l'histoire, mais après ils vont créer leur moteur. D'accord. L'histoire ensuite elle s'accélère ou ils mettent un petit peu de temps avant d'avoir une petite notoriété et ça avance par paliers? Ça va très vite. Ça va très vite. Première année, 3 motos de vendues. Les motos étaient vendues à l'avance, elles étaient payées déjà. Deuxième année, 5 motos. Et ensuite, ça s'emballe. D'accord. Donc, la petite cabane en bois que vous voyez dans les films et partout, elle va s'agrandir. En 1905, ils vont passer à 17 ouvriers. 17 ouvriers, d'accord. Oui, 17 ouvriers. La cabane en bois va s'agrandir. Et 1906, ils achètent Boulevard Junot à Milwaukee. Donc, les fameuses usines en briques qu'on connaît, qui vont s'agrandir d'une manière absolument incroyable. Ils n'arrêtent pas, ils embauchent du personnel, ils créent des motos. C'est une usine. C'est vraiment une usine. Et donc, en moins de 50 ans, ils passent de l'artisanat à l'industrie. Oui, tout à fait. Et puis, les autres frères Davidson vont rejoindre très vite les premiers pour donner main forte parce que c'est devenu vraiment une entreprise familiale. C'était... On parle souvent de Jeannette aussi, Jeannette, la sœur Davidson, qui faisait au traînard les filets sur les réservoirs et tout ça. Donc c'était vraiment une entreprise familiale. Alors ensuite, autre moment important de l'histoire de Harley, c'est quoi le jalon suivant en fait? Alors donc, la marque s'est émancipée. En 1909, ils sortiront la bicylindre.
la première bicylindre qui au départ n'a pas de boîte de vitesse. Donc les clients sont un peu mécontents. Une 1000 cm3 à démarrer en pédalant, c'est pas facile. Ouais. Donc les motos reviennent à l'usine et vont très vite être équipées de boîtes de vitesse. Et puis, elles vont connaître l'histoire qui va arriver derrière. Et elles vont aussi, nous, on va participer en France, malheureusement, avec la guerre 14, parce que beaucoup d'Harley comme celle-ci vont arriver pour la guerre 14. Alors, quand tu dis celle-ci, c'est laquelle? Montre-moi. C'est ça. La 1000 V-Twin. Le 1000 V-Twin, d'accord. La 1000 V-Twin, qui est une machine absolument exceptionnelle. C'est ce qui a fait la gloire d'Harley-Davidson. Okay. Cette machine, ça marchait à la perfection. Une moto assez puissante qui pouvait entraîner un sidecar. 100 km/h déjà. 100 km/h, oui. Sans frein. Ouais. Sans frein. Sans frein, oui. Ouais. Oh, fallait des bonnes semelles. Pourquoi freiner? Il y avait c'est les lâches, oui, bien sûr. Alors donc, il en est resté 26 000 motos normalement américaines sont arrivées en 1917 avec les Américains sur le territoire français et une grosse partie d'Harley-Davidson d'ailleurs qui vont nous rester. Seul côté positif de cette guerre, il nous restera des motos Harley et Indian et quelques Excelsior. D'accord. Et voilà. Ouais. Donc ça, c'est l'étape suivante, la 1000 V-Twin. Ensuite, l'étape d'après. Alors là, il y a une vingtaine de motos sur cette collection qui est absolument admirable. On ne va pas toutes les faire parce que le pauvre Fred aurait 4 jours de montage. Tout à fait. On va sélectionner un petit peu. Dis-moi, après la Première Guerre mondiale, c'est quoi l'étape suivante dans l'histoire de Harley? On va faire un tout petit passage sur les échecs commerciaux de la marque. D'accord. Parce que le V-Twin a remporté tous les lauriers. Mais en 1916, par exemple, on fabrique la 600 monocylindre, qui est de l'époque de celle-ci, qui va être vendue seulement à 60 exemplaires dans le monde. Et ça, c'en est une originale? C'en est une originale. 600 cm3, très belle moto. Et elle est exceptionnelle. Mais le mono, ça n'a pas marché. Le mono, ça ne plaît plus. C'est le pourtant, les Anglais, ils font beaucoup de mono. Oui, mais les Américains veulent des V-Twin. Et des V8 sur les voitures. Alors, ils vont faire aussi un autre essai avec un moteur. Et ils vont fabriquer la Sport Model, qui fait 600 cm3. Le moteur, c'est un moteur bicylindre flat twin. Dans le sens de la longueur. Voilà. Ah, donc Miguel n'a rien inventé en fait. Non, non, il a fait des très belles choses. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est de l'inspiration anglaise, les motos Douglas et ainsi de suite, qui ont une belle histoire aussi. Par contre, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas plu à la clientèle. Je pense que il en est vendu moins d'1 millier. D'accord. En fait, la clientèle Harley, dès les années 1915, elle veut du bicylindre. Elle veut le bicylindre. Et elle veut toujours ça. Voilà. Le V-Twin est né et il est là pour longtemps et pour exister. D'accord. Voilà. Et plus de 100 ans après, il est encore là. Oui, tout à fait. On peut parler vite fait du board tracker. Parlons vite fait du board tracker. Alors le board tracker, ça correspond à une période où les courses sur les pistes cendrées sont hyper populaires aux États-Unis. On sait qu'ils ont cette culture du spectacle dès le début. Donc nous, on voit plutôt la compétition sur des circuits dangereux, très compliqués. Eux, c'est pragmatique, c'est un ovale, de la terre ou du bois, et puis le premier arrivé à gagner, quoi. Voilà. Donc le board tracker, ça vient de cette génération-là, avec une position très figée sur l'avant. Tout à fait. Les motos un peu en glisse, c'est ça? Oui. Et alors. Les board trackers, ça va démarrer vers 1905 à peu près. D'accord. Ça va devenir un sport national qui va déplacer un monde fou. Un pilote de board tracker va être comme un pilote de football. S'il est talentueux, il pourra se vendre à une marque un bon prix. Il négocie son prix. Ce sport va exister jusqu'à l'arrivée des années 20, mais les motos vont tellement évoluer et vont aller de plus en plus vite et il y aura de plus en plus d'accidents. D'accord. Et après avoir été très populaire, il va devenir impopulaire. D'accord. Et c'est de là où on passe au flat track ou au dirt track ou pas Après, il y a le hill climbing, il y a d'autres sports qui vont prendre le dessus. Mais les courses de board tracker vont s'arrêter petit à petit. Mais ça a été une époque extraordinaire. Donc le board tracker, c'est un peu synonyme des années 20, quoi. Oui, 15-20. Plutôt avant, oui. Un peu avant. Entre 1905 et 1900. Et cette moto est étonnante à quel égard, en fait Alors, celle-là, elle est magnifique parce que 1914, on est dans une belle année. Le V-Twin, c'est une machine en état d'origine qui est vraiment très, très belle. On sent que la conception est minimaliste, hein. Un moteur, un peu d'essence et banco, quoi. Le but, c'est souvent, ils étaient démunis de boîte de vitesse. C'est parce qu'elle a dû faire d'autres courses que les courses de board tracker. D'accord. Mais voilà, la moto très épurée, quoi. Très bien. Merci Jean-Luc, tu nous emmènes à côté. Donc là, alors dis-nous, ça c'est un moto des années 30. Ouais. On est en 1929-1930, on va trouver les modèles avec les doubles optiques. D'accord. En fait, c'est une mode. Et qui va être abandonné parce qu'en fait, on y voit moins clair qu'avec un seul phare. Ouais, d'accord. Donc, ça va être abandonné. C'était un modèle 45 cubic inch, une moto exceptionnelle. Je l'ai utilisée.
Elle est beaucoup plus, elle est très maniable, très puissante. Elle est très puissante, on est quoi? On est sur 30 chevaux, on 40 est 45. chevaux 45 chevaux, d'accord, effectivement. Elle est très puissante et elle est, enfin moi j'ai roulé avec des années 40, c'est supérieur. On a une moto très finie, très travaillée, qui est vraiment exceptionnelle à tous les niveaux. Après, on va passer sur des modèles... après, c'est de nouveau la guerre. Donc, on retrouve de nouveau l'influence de Harley pour sauver l'Europe. Oui. Voilà, avec la WLA. À propos de cette WLA, j'ai entendu une chose, une fois, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'après la guerre, il en restait plus en Russie, notamment, qu'aux États-Unis. Sur une production, je crois, de 90 000 motos, il y en avait près de 25 000 qui étaient restées en Russie. C'est possible, oui. On en avait partout, même en France, il en est resté énormément. Donc, c'est des machines... Alors ça passe partout, c'est incassable, c'est la Jeep à 2 roues, quoi. Alors moi, j'ai eu la chance de faire le rallye de l'escadron de l'histoire, où on a fait 80 km de tout terrain avec des passages de rivière et tout ce qu'on veut. D'accord. Et m'a étonné cette moto. C'est une moto incroyable. On pourrait croire que c'est lourd, que ça va s'enterrer dès qu'il y aura la première ornière. Et non, c'est fait pour passer partout. Mais pourtant, en termes de suspension, c'est un peu rude. Donc comment ça passe en tout terrain un peu partout? Elle avait été bien étudiée en Normandie. Il y avait beaucoup de talus de haies bocagères. Il y a un sabot en acier sous le moteur. Et donc, on se jetait sur les talus et le sabot faisait glisser la moto. C'est Shadok quand même. Hein. C'était un peu rock'n'roll, mais je veux bien. c'est incroyable cette moto, comment elle est confortable en tout terrain. D'accord. Et après, on l'a conduit d'une main. Parce que voilà, c'est une moto facile. Même d'une main, elle est stable, elle répond. Incroyable. D'accord. Ouais. C'est une moto qui était vraiment bien étudiée. Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement. Et combien ça vaut? Pareil, toi, la valeur marchande ne t'intéresse pas, c'est la valeur historique. Oui. Les WLA, on sait combien ça coûte? Alors, les WLA ont énormément augmenté depuis 2 ans. D'accord. Elles ont pris un tiers, je pense, de valeur en plus. On est autour de 30 000 euros. D'accord. Voilà. Écoute, c'est un morceau d'histoire. Hein, oui. Mais c'est des machines vraiment intéressantes et autant je les aime bien en militaire pour les utiliser en tout terrain qu'après en civil, c'est quand même moins passionnant. Après votre civil, est-ce que l'étape d'après, c'est quoi? C'est les Sportsters, moto compacte, sportive, performante? On va parler il y a encore un truc intéressant avant. Knucklehead. D'accord. Le Knucklehead, donc ça, c'est la moto mythique un peu d'Harley après le V-Twin de 1914 qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Joe Petraldi a battu les records du monde en 1936 avec un Knucklehead. C'était une moto extrêmement puissante. Alors Knucklehead, ça voulait dire la forme du poing, c'était les culasses là. Oui, ici comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est une machine puissante, très agréable, très belle. Là, on est dans les dernières versions. C'est un 1200 Sport 1947. D'accord. C'est une machine qui est dans son état d'origine, qui commence à avoir des petits éclats. On va falloir peut-être s'en occuper. Voilà, c'est rien à dire. C'est le mythe. C'est le mythe, le Knuckle. D'accord. Si tu as une collection Harley, il te faut ça. Ah oui. C'est obligé. Alors, les premières, c'est 1936. Et puis, ça s'arrête vers 47. D'accord. Et puis, après, on va passer avec les Hydra et puis la Duo après. D'accord. Qu'on a sur le stand aussi. Voilà. Et puis, un monument dans l'histoire, c'est le Sportster. C'est quoi? C'est 1955? Oui, les Sports. Donc, on a les 2 versions, là. On a un latéral. D'accord. C'est les premiers. Et puis après, on va passer au culbuté. D'accord. Au moteur culbuté. Alors ça, il faut se rendre compte d'un truc, c'est quand on voit ça avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un espèce de custom, machin. Mais non, à l'époque, c'était une moto sportive, compacte, maniable, performante. Ça marche très fort. On avait fait un essai en 2000 avec un Sportster moderne. Et j'avais fait un essai pour, je ne sais plus quel journal. Et, elle était loin d'être ridicule. En termes d'agrément moteur, ça marchait aussi bien. En accélération, on était même supérieur. Sérieux? Ouais. D'accord. Bon, après, c'est une moto un petit peu lourde quand même, donc il fallait la freiner. C'était un peu le point faible. Et c'est aussi la moto des stars. Oui. On voit toujours Elvis Presley avec un Sports, parce que les assurances à l'époque assuraient jusqu'à 900 cm3. D'accord. Et au-dessus, ils ne voulaient pas les assurer. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on les voit toujours avec des motos comme ça. D'accord. J'ignorais cette anecdote. Voilà. Et le Sportster a eu une carrière incroyable. Elle a duré de 55 à 2020 en fait. Bien sûr, voilà. C'est une des carrières les plus longues. Moto légère, assez rapide, assez puissante. De l'histoire de la moto. Oui. D'accord. Et la plus récente de cette collection? Il y a un Fat Boy. Avec ses roues pleines, son coloris historique. Oui. Donc ça, c'est des motos que je connais un petit peu moins, puisque moi, je m'intéresse plus aux très anciennes. Là, on est au début des années 90 avec ça. Hein. Oui. Mais c'est une ligne qui n'a pas vieilli, qui est juste incroyable. Ah oui, tout à fait, oui.
c'est vrai que les motos, après, on a le shovel, hein, la période du shovel aussi. Oui. D'accord. Comment tu résumerais l'histoire de c'est quoi les Davidson? Comment tu résumerais à la fois la marque et l'histoire de cette marque en fait? C'est une belle histoire, c'est une histoire familiale au départ, c'est une histoire qui va durer dans le temps, avec des petites périodes chaotiques comme dans les années 60, quand les Japonais ont pris le marché de la moto, toutes les marques ont été obligées de réagir, de trouver des solutions. Donc il y a eu la période AMF, il y a eu tout ça. Et puis, voilà, la remise en question des années 80, le moteur évolution, et puis le retour d'Harley en grande force, et puis voilà. Harley, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? C'est une belle histoire de la moto, comme on aimerait avoir connu, nous, en France, avec nos marques françaises. Elles ont toutes coulé, hein, ça risque pas d'arriver. Nous, ça n'a pas pu continuer. Mais les années 60 ont écrasé toutes les marques françaises. D'accord. Merci Jean-Luc pour ce petit tour rapide, ce panorama de l'histoire d'une des marques les plus emblématiques, si ce n'est en fait en vrai la plus emblématique du monde de la moto. Harley Davidson, 120 ans, le vélo avec un moteur, les motos de la guerre, des motos qui en fait l'air de rien ont quand même bien évolué en termes de technologie, de moteur, de performance. Harley à 120 ans, c'est pas prêt de s'arrêter. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci en tout cas Jean-Luc pour ce petit plongeon dans le passé qui nous fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt dans une autre émission sur la chaîne YouTube de Motomag. D'ici là, soyez prudents, bisous sur le casque et à très bientôt.